Si tu es freelance et que tu as un portfolio et qu'en plus il est fourni et que malgré ça tu n'arrives pas à décrocher les missions que tu souhaites, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais j'en ai aussi une bonne. La mauvaise, c'est que ton portfolio fait probablement fuir tes prospects sans même que tu t'en rendes compte. Non pas parce que ce que tu fais est moche ou est nul, mais parce que ton portfolio ne répond pas à une question précise. Tu montres uniquement ce que tu sais faire alors que ton prospect, lui, il a une seule chose en tête. Est-ce que cette personne est capable de résoudre mon problème? Est-ce que cette personne a déjà fait ce que je lui demande? Et si cette réponse, elle n'est pas évidente en 30 secondes, eh bien, tu perds des points. Et donc, ton prospect ne va pas particulièrement te retenir et va aller regarder les autres portfolios des autres freelances qu'il a contactés. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige et ça se corrige assez vite. On a analysé les portfolios de plus de 300 freelances chez Produscale et on a trouvé les mêmes erreurs encore et encore. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 4 erreurs qui réduisent la capacité commerciale de ton portfolio, mais également, je vais te partager mes meilleurs conseils pour optimiser ton portfolio et t'assurer de taper dans les yeux de ton prospect. Évidemment, après, on va décortiquer la structure idéale d'un portfolio qui convertit. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'après, on va voir aussi comment adapter ton portfolio à ton marché. Ça, peu de gens te le disent, mais en fonction de qui tu cibles et de ce que tu proposes, tu ne vas pas présenter ton portfolio de la même façon. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Orange, je suis la cofondatrice de Produscale. On accompagne les freelances à structurer et à développer leur business de freelance pour aller chercher plus de clients, plus de volume et traiter leur activité comme une vraie entreprise. Donc, comment construire un portfolio qui convertit vraiment? Ce que personne ne te dit et pourquoi le tien fait probablement fuir tes prospects. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un portfolio ne sert pas à montrer uniquement que tu es bon dans ton domaine d'activité. En fait, la plupart des freelances vont utiliser leur portfolio comme un CV, comme un fourre-tout, une vitrine de tout ce qu'ils savent faire. Un peu de design, un peu de motion, un peu de graphisme, un peu de site web, enfin bref, peu importe. Et le truc, c'est que le message que ça envoie au prospect, c'est tu fais un peu de tout. Tu le sais, je pense, ça veut dire je ne suis spécialiste dans rien. Je ne résous pas spécialement le problème que toi tu as. Or, le truc, c'est qu'un portfolio qui convertit, il se concentre sur une chose. Il va projeter le prospect dans le résultat qu'il va pouvoir obtenir en travaillant avec toi. C'est pour ça que même d'ailleurs, il vaut mieux avoir plusieurs portfolios en fonction des domaines d'activité auxquels tu vas t'adresser. Le but, c'est pas de montrer uniquement ce que tu sais faire. Évidemment, il y a une belle façon de montrer ça, mais surtout ce que la personne va obtenir, quelle est la solution que tu vas lui proposer par rapport à la problématique qu'elle a. Donc, en gros, un portfolio qui montre tout, c'est donc un portfolio qui dit rien. Et un portfolio qui dit rien, c'est un portfolio qu'on survole. On va pas le retenir. Tu vas pas capter notre attention particulièrement. Donc, la question que tu dois retenir, c'est est-ce que ton portfolio répond à la question, est-ce que cette personne a déjà résolu mon problème? Et si c'est pas fait en 30 secondes, comme on l'a dit, tu as perdu. Donc, en gros, la première erreur que je vois partout dans les portfolios des freelances qui ne convertissent pas, c'est un portfolio qui est généraliste. Tu montres ce que tu fais depuis tes tout débuts. Ça n'a aucun intérêt. Tous tes secteurs, tous les types de missions, tous les résultats que tu as eus, toi, ton objectif, c'est de te dire: «Je vais rassurer la personne parce que je vais lui montrer que je suis capable de résoudre n'importe quelle problématique». Mais là, tu pars de ton point de vue. Il faut toujours que ce que tu construises, ça parte du point de vue de ta cible. L'idée, c'est de non pas de rassurer en montrant que tu es capable de tout faire, mais de rassurer en montrant que tu maîtrises ce domaine d'activité-là, que tu maîtrises cette problématique. En réalité, du coup, en faisant ça, tu fais l'inverse. Plus tu montes de projets dans des secteurs différents, plus le prospect doute que tu sois vraiment l'expert qu'il recherche. Donc la règle, c'est de te dire que tu dois avoir un maximum de projets que tu mets en avant de manière très approfondie dans ton portfolio. Tu vas pas te contenter de mettre en avant que 5 projets, évidemment, si tu en as fait plus, mais ceux que tu vas vraiment détailler, analyser, des réelles études de cas que tu vas intégrer dans ton portfolio, tu dois en avoir maximum 5. Des études de cas qui sont très projectives et qui répondent à des problématiques précises, qui répondent à des domaines d'activité précis. C'est pour ça que je disais, limite, c'est plus intéressant d'avoir plusieurs portfolios. Un généraliste que tu mets par exemple en avant sur ton profil LinkedIn, mais des spécialistes que tu vas envoyer lors de messages de prospection, lors de la réponse à des appels d'offres ou que sais-je. Donc là, ne serait-ce qu'avec ça, on peut comprendre 2 portfolios, un qui fonctionne bien, un qui ne fonctionne pas bien. Là, celui-ci va renvoyer une image complètement différente de celui-ci. Celui-ci, on va dire, c'est un expert pour différentes raisons. Un expert parce qu'on ne se concentre pas de se définir en termes de métier, designer et développeur web, motion, branding, genre tout ce que tu veux. Non, la différenciation, enfin la mise en avant de ta nomination métier, elle doit se faire certes pour que ce soit bien compréhensible en interne de ton prospect, mais tu dois surtout intégrer une proposition de valeur. Et c'est pour ça que c'est trop important de bien travailler ta proposition de valeur en amont de toute stratégie d'acquisition, de stratégie commerciale ou peu importe. Travailler ta proposition de valeur, mais tes offres, ton positionnement, ton ciblage, etc., parce que c'est ce qui va se retranscrire dans chaque étape de ton système d'acquisition et de ton parcours commercial. Là, ici, pourquoi on se dit autrement que pour ça que c'est un portfolio d'un expert? Parce qu'il y a aussi une notion d'expertise commerciale, de professionnalisme. On rappelle que pour prendre rendez-vous, on peut cliquer ici, qu'on peut envoyer un mail à nouveau. C'est mis en avant dès le début, en fait, du moment où on s'intéresse au portfolio de la personne et on met pas en avant 90 000 projets différents, mais des projets ciblés dans un même domaine d'activité. Ensuite, la deuxième erreur, c'est la tagline sans preuve.
Tu t'es positionné. OK, c'est cool, on part du principe que c'est fait. Tu as un type de profil, qui est précis sur LinkedIn, tu as une promesse qui est claire, tu as une mise en avant de ta cible, mais quand le prospect va chercher de la preuve sur ton portfolio, il y a pas de cohérence. S'il y a pas de cohérence, ça détruit ta crédibilité, ça nuit ton professionnalisme. Or, on fait aussi appel à un prestataire parce qu'on cherche un professionnel, on cherche pas un amateur. Si on cherche un amateur, on va rabaisser tes prix au maximum. Tu dois paraître pro, tu dois paraître expert et donc il faut qu'il y ait une continuité entre ce que tu mets en avant partout. Si sur LinkedIn, tu mets en avant que tu aides les as, B2B à multiplier leur taux de conversion par 2 en 90 jours et que ton portfolio est ultra généraliste, on se dit: «Mais je capte pas, du coup, il fait quoi? Il fait bien ce qu'il dit ou pas? C'est un expert ou pas? Je comprends pas. Pourquoi là, il dit qu'il est expert et là, ça se voit pas dans le portfolio?» Donc en fait, il faut vraiment que tu te dises qu'il doit y avoir une cohérence dans l'ensemble de tes process et dans l'ensemble de ton système d'acquisition. S'il y a pas de cohérence, évidemment que tu perds des points, ton prospect, il passe au suivant, il va passer, ton portfolio à la trappe. Donc l'idée, c'est de se dire que même si ce sont des projets fictifs, il faut que tu les assumes si ce sont des projets fictifs. Projets fictifs, quand tu fais du design, quand tu fais des choses qui sont dans le monde du beau, c'est difficile de faire des projets fictifs tech et encore, cela dit, il faut quand même que tu les assumes. Mais si tu veux travailler dans un domaine d'expertise particulier et que tu as pas encore de preuves sociales, tu les crées tout seul tes preuves sociales. Mais ne va pas mettre en avant tous les anciens projets que tu as pu faire quand tu étais en stage ou je ne sais quoi, pour montrer que tu es capable de faire quelque chose. Non, il faut toujours que ce soit cohérent avec ce que tu proposes initialement. Donc l'écart entre ce que tu affiches et ce que tu montres, c'est une cause directe de rejet. Le profil, le prospect, surtout que beaucoup de marchés sont concurrentiels aujourd'hui, extrêmement concurrentiels, parce que le marché du freelancing est en train d'exploser, le prospect, il va pas te donner l'heure, quoi. Si c'est pas clair, il va pas passer 1000 ans à comprendre, à se poser des questions. C'est next. 3e erreur, donc hop, le projet sans contexte. C'est-à-dire que tu te contentes de projeter un résultat sans contexte initial, sans explication de la mission, sans projection héroïste concrète, sans mise en avant des domaines d'intervention précis et tu perds des points naturellement, encore une fois. L'idée, c'est pas juste de présenter quelque chose de beau à ton prospect, c'est de présenter quelque chose de projectif. OK, tu as fait quoi? Comment? Quelle a été la résolution, enfin, le problème précis sur lequel tu as travaillé et la façon dont tu l'as résolu? Quel est le ROI? Quel a été ton rôle exact de freelance? Donc en gros, il faut pas que tu te contentes de mettre, bon, un visuel, je sais pas, peu importe, si tu es graphiste, le résultat de l'identité visuelle, si tu fais du SEO, les courbes et OK, titre de la mission, j'ai réalisé X pour Y, et c'est tout. Il faut vraiment que tu fasses une étude de cas, quitte à ce que ça soit, relativement long en 2-3 paragraphes. Mais concrètement, oui, il y a le visuel, mais il y a, de la projection en termes de chiffres. Il y a des types limite, il y a plusieurs visuels, si possible d'intégrer des slides, si possible d'intégrer un carrousel, peu importe. Il y a le titre de la mission, mais il faut qu'il y ait le contexte, il faut qu'il y ait le problème initial, il faut qu'il y ait le rôle mis en avant et surtout, 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 il faut qu'il y ait du résultat, idéalement du résultat chiffré si c'est possible. Là, on se dit, c'est un expert qui parle. C'est un mec ou une nana qui est professionnel, qui est capable d'autant plus de résumer ses missions de manière à ce que j'ai pas à me poser 1000 questions. Ça renvoie une image pro. Là, ça renvoie une image qui est amateur. La quatrième erreur, c'est de se dire que, bah, en fait, tu mets pas de porte d'entrée. T'envoies un portfolio. Mais selon, pas t'envoies un portfolio, il y a un portfolio sur lequel un prospect tombe, même du bouche à oreille, peu importe, selon les canaux d'acquisition sur lesquels tu t'es positionné. Il faut mettre des CTA, il faut rappeler partout à la personne comment elle peut prendre rendez-vous avec toi, où est-ce qu'elle doit cliquer, quel est ton email, quel est ton numéro de téléphone. On l'a vu tout à l'heure directement dès le haut de ton portfolio, mais aussi évidemment à la fin. Les CTA, c'est trop important. Le prospect, il va regarder tes projets. Si tu construis les choses correctement, il va se dire: «Ah, cette personne, bah, elle est professionnelle, ah, les résultats, son travail a l'air très qualitatif. Ah OK, il me donne confiance». Rappelle-lui de prendre rendez-vous avec toi, rappelle-lui de te contacter pour lui te dire ça. Donc, c'est à toi de faire ce travail-là. Encore une fois, il faut que tu partes du principe que tu dois simplifier le parcours de ton prospect au maximum. Tu simplifies sa prise de décision parce que tu lui montres, tu lui prouves que tu es pro, que tu fais du bon taf et que tu maîtrises sa situation, que tu as déjà travaillé sur tes problèmes, mais aussi tu lui permets de passer à l'action. Donc, il faut que tu mettes des CTA. Encore une fois, il ne faut pas juste qu'il ferme l'onglet et qu'il oublie ton portfolio et qu'il oublie de te recontacter. Non, prendre un rendez-vous, un lien vers un calendrier et directement un lien pour, en fait, t'envoyer un mail. Faut dire que 8 prospects sur 10, ils vont aussi jeter un œil à tes réseaux sociaux, après avoir regardé ton portfolio. Donc, mets le lien de ton LinkedIn, si tu Insta, si tu TikTok, si tu YouTube, si tu enfin bref, peu importe, tu mets aussi des liens cliquables pour que, la personne, bah, encore une fois, son parcours prospect soit simplifié. D'où l'importance aussi d'avoir une cohérence entre tout ça, parce que si elle voit ton portfolio et elle se dit: «Ah, c'est trop clean», alors que, sur ton profil LinkedIn, tu es ultra généraliste ou, bah, en fait, tu mets pas du tout en avant ce que tu fais, ça réduit la confiance. Maintenant qu'on a vu les erreurs principales, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les erreurs principales. L'idée, c'est de voir bah, les bonnes pratiques
impérativement, tu dois intégrer dans ton portfolio. La première, on l'a vu donc, c'est la promesse. L'idée, c'est que ton portfolio doit incarner une seule promesse pour une seule cible. Tu as pas 15 niches, tu en as une et c'est pour ça que si tu as plusieurs domaines d'activité sur lesquels tu as l'habitude de travailler ou tu as pu bosser ou sur lesquels tu as de la preuve sociale, tu fais plusieurs portfolios et un plus généraliste où tu vas avoir différentes sections, si tu as un profil plus généraliste quelque part, même si c'est pas optimal quoi qu'il en soit, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, le but, c'est que ton portfolio est un outil commercial qui est vivant. Si tu changes de niche, ton portfolio change avec. Si tu montes en compétences, tu ne dois pas parler de tes anciens projets que tu as fait quand tu venais de débuter. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de montrer ce que tu es capable de faire actuellement. Si tu as plusieurs spécialités, plusieurs cibles, bah, donc tu as plusieurs portfolios. Donc ça, c'est ton travail de templétisation, de structuration, mais c'est un asset marketing et un asset commercial beaucoup trop important pour lésiner dessus. Donc, il faut que tu aies une promesse visible, tu aides qui, pour quel résultat, un CTA immédiat, la mise en avant de 5 études de cas maximum, rappel des locaux impérativement, il faut que tu aies, donc tu as ta slide de couverture, ta deuxième slide, on le verra après, il faut que tu aies une slide où tu dis, ils m'ont fait confiance, mise en avant des logos, CTA à nouveau, lien sur tes réseaux sociaux, si tu as de la visibilité, ça crée de la preuve sociale, mais aussi des preuves sociales personnelles en avant, c'est ultra important. La bonne pratique numéro 2, ce sont les projets fictifs. Que tu sois senior, que tu sois junior, peu importe, si sur ton temps libre, tu es capable de faire des projets fictifs où tu vas travailler vraiment sur une problématique précise, sur un secteur d'activité ultra précis qui va te permettre d'avoir une super étude de cas ultra projective pour tes prospects, mais fais-le. Oui, tu vas préciser que c'est fictif, mais fais-le. Enfin, à part si ce sont des domaines d'activité qui sont beaucoup trop techniques, évidemment, chaque marché a ses spécificités, mais tant que tu es capable de le faire, il faut impérativement que tu le proposes. Donc, tes designers, tes web designers, tu es capable de faire, tes développeurs, tu peux créer une petite app, même tu fais du SEO, eh bien, fais ranker un site en SEO dans un domaine d'activité ultra précis. Il y a toujours possibilité de faire des projets fictifs. Oui, il faut avoir le temps de le faire. En fait, c'est un temps qui va te ramener énormément d'argent puisque ça va être la résolution d'une problématique tellement spécifique que ça va te faire créer de la trust en fait et donc t'apporter des clients. Donc le blocage classique, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais moi je vais me positionner pas en e-commerce, mais j'ai pas encore de clients e-commerce. Bah c'est pas grave. Alors travaille dessus justement. Je te dis pas de te créer un e-commerce, mais je te dis de faire des avant-après de fiches produits sur des fiches produits, des avant-après de newsletters si tu vends des refonds de newsletters. Enfin bref, tu fais des projets fictifs. Même en tant que débutant, en fait, tu as tout ton temps disponible pour faire ça. Fais-le, c'est super important. Ça te permet de monter en compétence et ça te permet de montrer ce que tu es capable de faire. Donc ça change rien à l'impact commercial. Oui, c'est mieux d'avoir des vrais projets, mais les projets fictifs, c'est tout aussi intéressant. La personne, elle va aussi se... Enfin, il n'y a pas que le fond qui joue, il y a la forme aussi. Donc, le professionnalisme qui est renvoyé de par ton portfolio. Ensuite, la structure d'une étude de cas pour que ça déclenche un message dans la tête de ton prospect. Donc, on a vu, les études de cas, c'est pas juste la mise en avant des logos ou la mise en la projection très rapide d'autres sujets, d'autres domaines sur lesquels tu as pu travailler, mais c'est une étude de cas où il y a une projection, contexte, problème, rôle, résultat, des visuels, tout ce que tu veux, tout le tralala. Donc le contexte, c'est qui était le client, dans quel domaine d'activité, c'était quoi exactement sa situation initiale, la taille de l'entreprise, la situation de départ, donc je sais pas, est-ce que, enfin voilà, tu as ces éléments d'information, et plus c'est précis, mieux c'est, parce que ça permet vraiment de faire en sorte que ton prospect il se reconnaisse dans la situation initiale de ton client. Ensuite, quel était le problème? C'est quoi l'enjeu principal sur lequel tu as dû travailler? Pourquoi ils avaient réellement besoin de toi? Et très certainement, c'est la même chose que ce pourquoi a besoin de toi ton prospect. Le but, c'est pas de parler de ton expertise technique, mais vraiment de parler de la situation globale, d'avoir une analyse un petit peu plus macro. Ensuite, ton approche, bah, concrètement, qu'est-ce que tu as fait exactement? C'était quoi ton raisonnement? C'est quoi tes choix? C'est quoi ta méthode? Donc là, vraiment, montrer que tu es smart au lieu d'être bon techniquement, mais que tu es smart en termes d'analyse. Quel était ton rôle? Et le résultat de ton travail, bah, ce qui a changé pour le client. C'était quoi le après? Est-ce que c'est chiffré? C'est toujours mieux si c'est chiffré. Est-ce que, aussi, évidemment, il faut que tu intègres un témoignage d'un client. Idéalement, c'est mieux de mettre un screen d'une recommandation LinkedIn parce que bah, on sait que ça peut pas être traficoté, ce genre de choses. Qui plus est, si elle est cliquable et qu'elle la ramène sur ton profil LinkedIn directement. Mais c'est pas très compliqué en soi. Il faut, dans tous les cas, qu'à la fin de chaque mission, tu travailles une étude de cas très approfondie de ta mission et t'en fasses un résumé directement sur ton portfolio. Mais il faut impérativement que tu fasses 5 études de cas, si possible, dans le domaine d'activité dans lequel tu interviens.
Donc, la structure d'un bon portfolio. Il faut partir du principe qu'il y a 8 sections types que tu dois avoir. Après, encore une fois, ça s'adapte à ton marché, ça s'adapte à ce qui se fait de la part de tes concurrents, ça s'adapte à beaucoup trop de choses. Mais là, c'est vraiment le template basic. Donc, dans cet ordre, la première, on l'a vu, enfin là, encore une fois, je ne peux pas mettre en avant, mais il faut vraiment que tu aies la couverture. On a vu, il faut pas, bon là, c'est pas bon, il faut pas juste que tu aies le titre, il faut oui que tu aies ton prénom, il faut que tu aies ton nom de mission, mais aussi il faut qu'il y ait une projection sur ta proposition de valeur, sur ta cible, etc., etc. Ensuite, il faut que tu aies une slide, ils m'ont fait confiance, et que tu mettes un maximum de logos. Qui plus est, des logos pertinents, que tu mettes particulièrement en avant. Il faut que tu aies une slide de présentation personnelle, c'est super important. On va faire appel à un prestataire qui va travailler sur notre projet. On n'a pas envie de travailler, oui, on a envie de travailler avec un expert, on n'a pas envie de travailler avec n'importe qui. Si tu peux mettre quelques retours un petit peu perso. Il y avait même une étude qui a été faite sur le fait que des entreprises avaient aussi choisi de travailler avec des freelances parce que la personne avait mentionné qu'elle avait un chien ou qu'elle avait tel hobby ou qu'elle travaillait dans une association particulière. Rajoute un petit peu d'humain sur quelque chose de très digital et de très froid, très important. Tu vas pas non plus faire une présentation de 15 000 lignes, mais mets quelques anecdotes, livre-toi un minimum, pas juste une présentation corporate pro, mais aussi perso. Ensuite, il faut que tu aies une slide où tu parles vraiment de ton expertise, donc la partie un petit peu plus CV entre grosses guillemets. Bah, quels sont tes domaines d'intervention, quelles sont tes formations éventuellement, quelles sont tes années d'expérience, tes années d'expertise. Si tu as travaillé en CDI pendant un petit nombre d'années dans une boîte ultra pertinente dans ce secteur d'activité-là, mentionne-le. Quels sont les outils sur lesquels tu as éventuellement été certifié, tu as l'habitude de travailler, enfin, vraiment ta skill stack à proprement parler. Parce que c'est aussi important, on a fait la partie un peu plus perso, il faut faire la partie très pro. La partie qu'on a détaillée pendant tout le début de cette vidéo sur tes études de cas. Là, m'en c'est mis en une, mais il faut vraiment que tu aies idéalement 5 slides où tu as des études de cas ultra bien construites de 5 entreprises, de 5 missions que tu vas aller minutieusement étudier. Ensuite, à nouveau, preuve sociale, où là, c'est un peu un empilement de tes projets, ou plutôt idéalement, c'est cool aussi de mettre les résultats moyens, enfin en gros les moyennes qui ressortent des interventions que tu fais, mais je sais pas, imaginons que tu fais de l'UGC, bah là, tu as une slide avec plus de 500 autres vidéos UGC faites dans d'autres domaines d'activité du coup, et tu mets plein de vidéos les unes à la suite des autres, par exemple. Ensuite, il faut que tu aies une slide témoignage, très important. Idéalement, comme on l'a dit, tu prends des screens de recommandations LinkedIn parce qu'on sait que c'est véridique et c'est cliquable, ça ramène vers le profil de la personne en l'occurrence, mais sinon, vraiment, tu mets des screens de messages, de mails, de recommandations, bref, de témoignages, peu importe. Et ensuite, tu as ta slide de CTA. On a vu jusqu'alors, ultra important, tu dois aussi avoir un CTA sur ta slide de couverture et sur ta slide de présentation pour ramener vers tes réseaux sociaux ton mail, ton numéro de téléphone, le fait de prendre rendez-vous et d'inciter la personne en fait à passer à l'action et à te recontacter derrière. Retravaille ton portfolio en conséquence. Après, évidemment, il faut l'adapter en fonction de ton marché. Parce que tu dois toujours, je le répète pour au moins deuxième fois de cette vidéo, je crois, mettre en place quelque chose qui correspond à la personne à laquelle tu t'adresses. Tu t'adresses à, je sais pas, un domaine start-up ou un domaine très artisanal. Tu vas pas présenter les choses de la même façon parce que tu dois parler entre guillemets le même langage. Tu dois te montrer que tu t'adaptes à la personne que tu as en face. Et aussi, en fonction de toi, ton domaine d'activité, tu vas pas mettre en avant la même chose. Si dans le monde des créatifs, tu es designer, tu es motion designer, tu es web designer, tu es graphiste, enfin bref, peu importe, tu es photographe, tu es vidéaste, etc. Le visuel, c'est ton premier argument. Il faut que tu aies un joli packaging, il faut que tu aies une jolie DA, entre guillemets. Attention, le but, c'est pas non plus que. Enfin, faut quand même qu'il y ait de la matière, évidemment. Mais il faut que tu montres que, bah, voilà, tu es capable enfin, t'as un beau packaging, quoi. C'est, pour le coup, quand tu vends du beau, ton unfair advantage, c'est que du coup, bah, c'est très facile de projeter la personne. Ton prospect, la personne que tu as en face de toi, mais du coup, tu as tout intérêt aussi, même si c'est sobre, à avoir quelque chose de très clean de ton côté. Tu es un petit peu ta propre preuve sociale sur certains aspects. Donc là, il faut vraiment que tu aies un alignement entre bah, ta profession et les codes de ta niche. Si tu vas viser un monde très corporate, très traditionnel, tu vas pas faire un portfolio tout rose avec des petites fleurs et des petites bombes. Bon, évidemment, encore une fois, tu adaptes aussi ton style graphique à la personne qui va lire et qui va regarder ton portfolio, au-delà du domaine d'activité dans lequel tu t'insères, tu travailles. Si par contre, tu es plutôt dans le milieu du conseil à proprement parler, bah là, n'attends pas à avoir des visuels de graphique ou de logo. L'idée, ça va plutôt être des études de cas beaucoup plus fournies, beaucoup plus textuelles, où tu as une démonstration de la méthodologie. Très important. Le prospect, en fait, il veut comprendre comment tu penses à ce moment-là, comment tu travailles, pas uniquement le résultat, mais du coup, enfin, la façon dont tu vas pouvoir amener à ce résultat.
Si par contre tu es tech dev, évidemment, tu vas pas mettre des trucs, enfin, tu as pas beaucoup de beau à montrer, quoique, mais tu as pas beaucoup de beau à montrer. Donc là, il y a 2 dimensions, il y a la partie technique et la partie business. Donc technique, c'est, ton expertise, ta maîtrise des outils et le vocabulaire que tu vas utiliser, donc la projection technique. Et la partie business, bah, les résultats de ça, donc sur la croissance, sur la conversion, sur le délai, je ne sais quoi, en fonction de ton domaine d'activité, si tu es dans cette niche-là. Et donc là, souvent, ce sont des non-tech qui décident. Donc faut pas non plus être trop pointu, un petit peu, mais pas non plus être trop pointu. Il faut quand même que tu montres que tu t'adaptes, encore une fois, à la personne que tu as en face de toi. Ensuite, si tu vises un marché très corpo, il faut dire que les prospects, là, ils font confiance aux références clients. Donc ça va beaucoup se jouer sur les logos, sur les études de cas, sur les témoignages, sur, l'empilement de preuves sociales qu'il doit faire à un certain moment. Donc là, tu vas pas pouvoir faire de fiches Notion ou de Canva cliquable, je ne sais quoi, faut vraiment, pour le coup, tu es sur un PDF. Là, tu peux te permettre, quand tu es créatif, de faire quelque chose un peu plus fancy, quand tu es dev aussi. Si tu fais, je sais pas, n'importe quoi, une app pour montrer ton portfolio, bon, c'est peut-être un peu poussé, il faut quand même que tu aies aussi quelque chose de plus traditionnel. Ça peut le faire, mais en tout cas, si tu es un monde très B2B, trad, très corporate, milieu bancaire, assurance, enfin bref, peu importe, il faut que tu sois sur un PDF sobre en termes visuels et qui doit juste montrer tout ce qu'on a vu, mais aussi donner envie à la personne d'appeler. Donc là, tu dois surtout mettre en avant ton numéro de téléphone, parce que c'est des gens qui sont très tels, quoi. Voilà. Et ce que tu dois retenir aussi, c'est que less is more toujours. Donc 5 projets qui sont bien détaillés, ça vaut toujours mieux que 40 projets qui disent un peu tout et rien dans différents domaines d'activité. Tu dois être simple, tu dois être clair, tu dois être lisible, tant dans ta proposition de valeur que ta niche, que dans les projets. Ensuite, très important, un portfolio, ça se met à jour. Chaque nouvelle mission, tu mets à jour ton portfolio. Chaque nouveau logo, tu l'intègres sur ton portfolio. Chaque nouveau témoignage, tu l'intègres dans ton portfolio également. Chaque nouvelle certification de montée en compétences, tu l'intègres dans ton portfolio. C'est un outil commercial, il faut le mettre à jour, traite-le comme tel. C'est très important, encore une fois. Enfin voilà, ça fait partie du job de Free. Il faut être un bon commercial, et un bon commercial, ça met à jour ses outils commerciaux. Donc, pour récapituler, les erreurs à éviter, il ne faut pas faire un portfolio généraliste. Idéalement, tu as plusieurs portfolios nichés. Il ne faut pas faire de tagline sans preuve alignée. Il ne faut pas mettre des projets comme ça sans contexte, mais créer des réelles études de cas et ne pas oublier les CTA et les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. C'est à une promesse, un portfolio. Tu mets en avant des projets fictifs de manière assumée si tu en as créé. Et s'ils sont suffisamment projectifs, et tu dois documenter chaque mission. Ensuite, la structure idéale du portfolio qu'on a vu, eh bien mets-la de côté, enregistre cette vidéo, screen l'écran, fais comme tu veux, mais mets à jour ton portfolio d'ici maximum la fin de la semaine, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est trop important. Et puis voilà quoi. Et puis d'ici là, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.